Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine est Sandra Marceau. Bonjour, vous êtes députée La République En Marche de la 2e circonscription de Charente, à savoir le secteur de Cognac-Jarnac. À l'Assemblée nationale, vous êtes membre de la Commission sur le développement durable et l'aménagement du territoire. Vous faites également partie de la mission d'information parlementaire sur le foncier agricole et sur les agrocarburants. On va bien sûr traiter de sujets concernant ces domaines, mais on commence, si vous le voulez bien, avec l'actualité politique du moment. Alors Sandra Marceau, depuis le début de l'été, rien ne va plus pour Emmanuel Macron. L'affaire Benalla, la démission de Nicolas Hulot, puis celle de Gérard Collomb, des nominations de proches du président à des postes haut placés, une chute vertigineuse dans les sondages d'opinion et pour finir, une attente record pour un remaniement ministériel qui met la vie politique dans le flou total. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça ? Vous êtes déçu un peu ou pas ? Écoutez, je pense que ça fait partie quand même du jeu politique. Les remaniements, ça existe. Effectivement, les affaires, moi, je ne les commenterai pas. Comme vous le savez, il y a une commission d'enquête parlementaire pour l'affaire dont vous avez parlé. Alors, plus l'Assemblée nationale. Pardon ? Plus à l'Assemblée nationale. Non, il y en a eu, voilà, deux commissions d'enquête au Sénat et à l'Assemblée. Et puis, la justice s'en est saisie. Donc, je crois qu'il faut laisser faire les choses. Et nous, les députés, en tous les cas, et puis je pense au gouvernement aussi, mais on n'arrête pas de travailler. Donc, le Parlement a sa place, le Parlement joue son rôle. Il a continué pendant tout l'été à travailler sur les textes dont il était saisi. Donc, moi, je pense que les Français sont contents de savoir aussi qu'on continue à travailler. Alors, vous aurez noté, je ne parlais pas des parlementaires, mais du président de la République. On entend dire de plus en plus qu'Emmanuel Macron irrite les Français par son arrogance, son mépris envers surtout les plus faibles. Est-ce que vous ressentez cette irritation sur le terrain, Sandra Marceau ? Alors je sens, bien sûr, on nous communique parfois de l'inquiétude. Mais pas de colère ? De l'inquiétude, de la colère, ça peut arriver, mais des inquiétudes, après, nous, on est là pour écouter sur le terrain. Donc moi, je reçois pas mal de gens à ma permanence à Jarnac. Mais l'idée, en fait, c'est qu'il y a quand même pas mal de réformes, effectivement, qui sont engagées. Donc là où on doit peut-être être un peu meilleur, nous, c'est d'expliquer ces réformes. Donc, encore une fois, un problème de pédagogie, c'est ça ? Alors, peut-être pas Généralement, un problème. quand les Français sont mécontents, les gens qui sont au pouvoir disent que c'est un problème de pédagogie. Écoutez, ce n'est que ça. En tous les cas, moi, je trouve que en tous les cas, c'est ma réponse. Moi, j'ai toujours confiance dans le président Macron. Pour ce qui est aussi du remaniement, il faut imaginer que c'est un supra-recrutement. Et ceux qui connaissent les processus de recrutement savent que ça peut prendre du temps. Donc, moi, je lui fais confiance là-dessus pour la suite. Sandra Marceau, vous étiez franchement totalement inconnue avant votre élection comme députée. Est-ce que c'est difficile de faire sa place quand on a été élu avant tout grâce à son étiquette politique, davantage que par sa personnalité ? Alors, en tous les cas, tout nouveau parlementaire, de quelque mandature que ce soit, a dû faire sa place. Donc, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'au lieu de 100 députés nouveaux par dernière mandature, il y en a eu 400. Donc, tout le monde l'a pratiqué, ça. Je crois qu'on répond surtout à une envie de renouvellement que les Français nous ont témoigné. Donc, moi, je suis quand même élue locale depuis 2014. Alors certes, les 110 000 et quelques habitants, voire un peu plus de ma circonscription ne me connaissent pas tous. Ça, c'est vrai. Mais je pense que petit à petit, les réunions aidant, le terrain aidant, je fais petit à petit ma place. Vous entendez ces critiques sur les députés En Marche qui seraient hors sol ? On entend beaucoup ça. Moi, je crois que c'est absolument pas vrai. C'est un élément de langage, alors pour le coup énorme, parce qu'il y a différentes façons d'être ancré dans le sol. Effectivement, d'avoir des mandats locaux. Bon, ça, on n'est pas tous dans ce cas. Et puis moi, je suis conseillère municipale, donc c'est pas un mandat dit exécutif. Mais on a tous habité nos circonscriptions avant. On y a travaillé dans différents domaines associatifs, dans le privé, alors le monde de l'entreprise, voilà, ou dans le public. Et donc, il y a différentes façons d'être ancré dans le sol. Et on l'est parce qu'on est sur le terrain toutes les semaines dans nos circos. On fait des ateliers. Voilà, donc moi je crois que c'est un élément de langage que je n'apprécie pas trop. Mais... Des éléments de langage, il y en a un peu partout, on est d'accord, hein. Vous en avez aussi. Oui, non, mais celui-là, je trouve un peu énorme. Alors, mais j'entends ce que vous dites. Vous avez déclaré que vous veniez du centre-gauche. Pensez-vous que le gouvernement que vous soutenez fasse aujourd'hui une politique de centre-gauche ?
Moi, je le qualifierais pas. Je n'ai quand même, du coup, jamais été encartée. Donc, je ne me positionne pas du tout dans la situation de savoir si on fait une politique de droite ou de gauche. Mais une question qu'on vous a posée une fois, vous avez dit, je viens de là, je viens plutôt d'une sensibilité de centre-gauche. J'ai même souvent voté écologie, en fait, dans ma vie. Et donc là, vous êtes heureuse de la politique du gouvernement que vous soutenez au niveau de l'écologie, au niveau du social? Je suis là, justement, et j'ai choisi la commission du développement durable parce que ça correspondait à mes attentes de travail et aux enjeux que l'on a. Donc, oui, on se bat dans notre commission pour faire entendre, et d'ailleurs, dans plusieurs dispositions, on a fait ressortir nos profils et notre sentiment que l'écologie, et donc la transition écologique, aujourd'hui, est absolument nécessaire pour développer le pays. Donc, moi, je n'ai pas de... Comment vous dire je n'ai pas à qualifier la politique de gauche ou de droite. La démission de Nicolas Hulot, est-ce que ça vous a mis la puce à l'oreille? Est-ce que ça vous a fait tiquer un petit peu en disant « Ah, il y a peut-être quelque chose qui se passe qui ne va pas dans le sens que je veux ». On avait quand même eu quelques prémices de cette volonté, peut-être qu'il avait parfois de dire « Bon, je vais partir ». On avait eu cet écho. Donc, ça s'est vérifié. Après, c'est quelqu'un qui a mené, et pendant la campagne et pendant cette première année de mandat, énormément de choses. C'est sa décision personnelle, on ne peut que la respecter. Et c'est pas un échec de la Macronie, en l'occurrence, son départ? Moi, je ne pense pas. Nicolas Hulot, lui-même, il n'avait jamais été dans un gouvernement avant. Donc, on pourrait comprendre aussi qu'il a initié quelque chose. Sauf que tout le monde s'était accordé à dire que c'était une bonne chose. Enfin, c'était une victoire d'Emmanuel Macron d'avoir réussi à mettre dans ses filets Nicolas Hulot. Le fait que Nicolas Hulot démissionne, là, pour le coup, c'est l'inverse. Mais bien sûr, il y a toujours une partie un peu, un peu négative dans une démission. Mais Emmanuel Macron, il a aussi... capté et attiré vers lui François de Rugy, qui est aujourd'hui ministre. Donc, nous, l'important, c'est qu'il y ait une continuité pour nous. Comme ça, dans nos relations de travail avec le gouvernement, au moins, il n'y a pas de rupture de relations de travail. Je reviens sur ma question. Est-ce que vous pensez que ce gouvernement fasse une politique de centre-gauche? Je ne dirais... et un peu à gauche et un peu à droite. Mais encore une fois, je ne veux pas le qualifier puisqu'on est un nouveau mouvement et on n'est pas dans la posture traditionnelle des partis. Ça, c'est vrai. Et peut-être ce qui peut un peu inquiéter, on veut nous mettre dans des cases. On s'occupe autant, j'ai envie de dire, des plus démunis, des plus défavorisés, des plus éloignés de l'emploi. Puisque des cases sont des repères souvent aussi. C'est important d'avoir des repères. Oui, mais justement, des repères, on en a. C'est-à-dire, on veut donner la liberté à chacun de pouvoir évoluer dans son travail, à l'école. Les entreprises aussi avaient besoin, on a voté en première lecture la loi Pacte cette semaine, avaient besoin aussi d'un souffle d'air. Donc l'idée, c'est que tout le monde puisse y trouver son compte. Dossier important pour le gouvernement, celui de la taxe d'habitation. Sa disparition annoncée ne fait pas que des heureux, loin de là. On en parle après ce reportage. En 2020, ce papier-là aura totalement disparu. Jusqu'ici, la taxe d'habitation revenait aux communes. Elle représentait plus d'un tiers de leurs recettes. Avec sa suppression, les maires devront donc faire une croix sur 26 milliards d'euros par an. En échange, le gouvernement pourrait leur allouer l'intégralité de la taxe foncière. Jusqu'ici, seule une partie revenait aux communes, le reste aux départements et aux intercommunalités. 15 milliards d'euros que les municipalités pourraient récupérer. Forcément, les départements protestent. Personne n'avait demandé au président de la République de supprimer la taxe d'habitation. C'est un engagement qu'il a pris et il est normal qu'il l'assume. Il le finance comme il veut, mais pas en prenant de l'argent aux autres. 15 milliards d'euros pris au département, plus 4 milliards de taxes sur les résidences secondaires. Au total, 19 milliards d'euros de nouvelles recettes, bien loin des 26 milliards de la taxe d'habitation. Alors cette fois, ce sont les maires qui s'inquiètent. Si on fait ces économies, ça veut dire que ce sont des lits de crèche qui ne vont pas être ouverts, que ce sont des logements qui ne vont pas être rénovés, que ce sont des espaces verts qui ne vont pas être créés, que ce sont des équipements sportifs qui ne seront plus ouverts toute la semaine. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, le gouvernement promet de compenser ces pertes sans aggraver le déficit public, uniquement par de nouvelles économies. Retour sur le plateau de dimanche en politique. Sandra Marceau, députée En Marche de Charente, est notre invitée. On voit bien, Sandra Marceau, la difficulté de ne pas déshabiller Pierre sans habiller Paul. Le résultat, c'est quoi? C'est augmenter l'impôt foncier?
Écoutez, là, je crois qu'il y a plusieurs choses à revoir. Déjà, il n'est pas question de compenser, mais donc c'est un dégrèvement. Donc, on s'y était engagé, et le président de la République, pendant sa campagne, à l'euro près, de remplacer, en tous les cas, le paiement de cette taxe à la place des citoyens. Donc là-dessus, il faut être très clair, c'est un engagement qui On n'a toujours pas compris comment ça allait être remplacé Vous au n'êtes centime pas sans près. savoir qu'on est en plein budget, vote du budget, enfin en tous les cas travail sur le budget. Donc des économies, c'est ça? Alors, en tous les cas, l'idée, c'est non pas d'aller prendre sur la taxe foncière, mais c'est de prendre sur le budget en propre de l'État. Donc, on ne va pas aller prendre sur... effectivement, il y a des économies, ça c'était aussi un engagement. Mais cette idée, et pour l'instant, ça n'est pas encore voté, donc ça c'est vrai, mais l'idée, c'est absolument pas de déshabiller, en tous les cas, sur les dépenses publiques locales. Voilà. J'entends bien, mais sauf comme ce n'est pas encore très clair, est-ce que vous comprenez que les maires disent bon, bah, on va prendre la part de la taxe foncière, on va l'augmenter pour pouvoir justement survivre. Je peux comprendre, mais il y a un peu c'est un peu attisé, là, on l'a compris dans le reportage. Certains départements sont inquiétés. Bon, après, il ne faut pas toujours attiser. Ce qui est faux aussi, c'est de dire qu'ils vont perdre, les maires, du coup, cette enveloppe. Et du coup, qu'ils ne pourront plus financer. Mais non, ce n'est pas du tout l'idée de leur faire perdre le bénéfice de cette taxe. Vraiment, il faut les rassurer là-dessus. Allez, l'actualité politique du moment, c'est aussi la réforme du système de retraite. Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à cette réforme, a rencontré cette semaine les principales organisations syndicales, mais il le fait depuis plusieurs mois. Parmi les mesures préconisées, il y en a une qui ne prendrait plus en compte les 6 derniers mois pour calculer la pension des retraites des fonctionnaires, mais l'ensemble de la carrière. Résultat, une baisse drastique du montant de la pension de retraite, surtout pour les enseignants. Ça, pour le coup, c'est pas très centre-gauche. Je ne sais pas si il faut le voir comme ça. Déjà, on est en cours, vous l'avez dit, Jean-Paul Delevoye a eu la mission d'initier une grande concertation. Donc, les pistes de travail sont toujours en cours. Il y a quand même 42 régimes de retraite. Et ça, je crois que tout le monde et tous les Français savent que c'est quand même quelque chose qui est une grande nébuleuse. Et l'idée, c'est d'en faire un seul. C'est de s'approcher de ça. J'espère que Jean-Paul Delevoye va pouvoir s'approcher de ça. Alors, si vous le voulez bien, Sandra Marceau, pour aller plus loin sur ce thème des retraites, je vous propose d'accueillir l'invité surprise de l'émission. Vous ne vous connaissez pas. Il s'agit de Guy Charret, syndicaliste à Force ouvrière, retraité de la fonction publique hospitalière et administrateur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Autant dire un spécialiste du dossier. Bonjour. Vous avez Sandra Marceau, députée de la majorité parlementaire, face à vous. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, de lui poser comme question? Bonjour, tout d'abord. Ma première question, elle est simple. 42 régimes, vous venez de l'évoquer, en un seul. En 2025, qui paye la retraite des fonctionnaires d'État? Quelle caisse? Alors déjà, encore une fois, les pistes de travail sont en cours. Alors, vous êtes plus spécialiste que moi, ça c'est sûr. Je ne suis pas spécialiste du sujet. Mais l'idée, c'est que ça soit effectivement, que ça se mette en place dans plusieurs années. Donc là, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit pour l'instant. Je n'ai pas la réponse à votre question concrètement. C'est simple, c'est un peu technique, mais aussi simple et clairvoyant, simplement sur le fait que les retraites de la fonction publique d'État sont aujourd'hui payées sur une ligne du budget de l'État. Donc demain, est-ce que tout simplement, dans cette refonte, l'État subvient aux besoins de ses retraités? Moi, je pense que l'État doit prendre sa part. Mais encore une fois, comme vous avez dit, et d'une part, c'est technique. Et deuxièmement, les scénarios ne sont pas du tout décidés. J'en suis désolée. Mais je crois que, très sincèrement, l'intérêt, c'est que tout le monde s'y retrouve. On va pas du tout, comme vous disiez tout à l'heure sur un autre sujet, déshabiller Paul pour habiller Jacques. On a compris que c'était terminé, ça allait être terminé l'acquisition des trimestres travaillés et le calcul se fera en nombre de points. Le problème, ça reste la valeur du point qui risque de varier chaque année. Ça va être difficile d'y voir clair, non? C'est pas votre spécialité, on a bien compris. Non, mais encore une fois, par exemple, Jean-Paul Delevoye va faire un tour de France et il vient la semaine prochaine, il sera à Angoulême. On fait des ateliers avec tous les représentants des différents syndicats et tous ceux qui voudront bien venir. D'ailleurs, c'est toute la journée, mercredi prochain. L'idée, c'est vraiment de recueillir tous les scénarios possibles, toutes les idées. Et je crois que là, pour l'instant, rien n'est décidé. Donc, pas d'inquiétude outre mesure. Quand même une forme d'inquiétude sur le fait qu'on
on fond tous les régimes. Je reviens à ma première question sur le fait qu'il y a un régime général et un régime complémentaire obligatoire. L'ARCO, la GIRC pour l'appeler communément. Demain, plus qu'un régime. Aujourd'hui, ce régime complémentaire, l'ARCO, la GIRC, est un régime par capitalisation, avec une manne de 67 milliards. Et on peut s'interroger sur le devenir de ces 67 milliards. De ces 67 milliards. Ça me paraît complètement logique, sous le forme peut-être d'une troisième étage j'allais dire à la fusée retraite, ou pas. C'est ce qu'on entend depuis des mois, cette inquiétude. Mais moi, l'idée, vraiment, encore une fois, ce n'est pas de faire table rase. C'est d'essayer de trouver un système plus équitable. Donc, j'espère que ça répondra à vos inquiétudes. Merci en tout cas, Guy Chary, d'avoir accepté de jouer le jeu de l'invité de surprise et d'avoir accepté de porter la contradiction à Sandra Marceau. Vous êtes, je l'ai dit en début d'émission, membre de la commission parlementaire sur le développement durable et l'aménagement du territoire. Il se trouve qu'un projet d'arrêt d'activité de fret ferroviaire en gare de Cognac est imminent. On fait comment ? On proteste, on va manifester. Comment ça se passe pour pouvoir dire non, écoutez, il faut garder le fret ferroviaire en gare de Cognac? Alors, écoutez, déjà, on se renseigne d'abord sur la réelle situation de cette annonce de fermeture d'ici la fin de l'année ou le mois de novembre. Et moi, je crois que chacun doit agir dans son rôle. Donc, pour ce qui est du rôle du parlementaire, évidemment, tout de suite, on a alerté le cabinet d'Elisabeth Borne et aussi de François de Rugy, parce qu'il y a quand même un enjeu de développement durable. Si jamais des centaines de camions se retrouvaient sur la route en plus entre la Charente et la Charente-Maritime, et ça, c'est pas tenable. Donc, nous avons rendez-vous avec mon collègue Raphaël Gérard. Une date est fixée? Oui, mardi prochain, on a rendez-vous avec le cabinet mardi prochain. Très bien. Vous pensez que vous serez entendu? Écoutez, on va faire tout pour être entendu. Et puis, les élus locaux qui jouent aussi leur rôle organisent une réunion mercredi prochain. Donc, la semaine d'après, a priori, je pourrais visiblement pas y assister, mais l'idée, c'est que et les élus locaux et les parlementaires, avec leurs relais nationaux, puissent vraiment, de concert, combattre cette fermeture. Et parfois, ça marche, aménagement du territoire encore et toujours, avec, contre toute attente, le maintien de la trésorerie de Villebois-la-Valette en Charente, suite à une forte mobilisation de la population. Regardez. C'est une exception dans le département. Villebois-la-Valette, petit village de 750 habitants, où le maintien de la trésorerie prend tout le monde de court. Ah, c'est maintenu? Non, parce que je n'étais pas au courant, trop encore. Ouais, c'est maintenu. Ah, c'est maintenu, alors donc, ouais, c'est super, d'ailleurs, c'est impeccable même, c'est pas pareil. Comme ça nous évitera d'aller se promener à droite à gauche. Une pétition a circulé pendant plusieurs semaines qui concernait aussi bien la trésorerie que la gendarmerie, qui menaçait également de fermer. Donc on a réussi à sauver les deux, on en est très fiers, tout le monde s'est mobilisé, c'était très important et on a gagné. Un maintien obtenu sur le fil. Il aura même fallu l'intervention express du ministre du Budget pour sauver cette trésorerie, à la demande de la députée La République En Marche, Sandra Marceau. J'ai dit à Mme Marceau, voilà, je lui ai remis toutes les pétitions et je lui ai dit, bon, il faut nous aider si vous... Bon, eh bien, elle a payé. Une inquiétude subsiste. 2 des 3 agents de la trésorerie ne sont pas titulaires de leur poste. Cela pourrait donc être une victoire à la Pyrrhus, selon ce syndicaliste. Si on maintient une trésorerie en milieu rural, on doit maintenir les emplois qui vont avec. Or là, on enlève les emplois tout en maintenant un bâtiment et en donnant l'impression qu'on a écouté les élus, qu'on a écouté la demande locale, la demande pour maintenir un tissu rural, alors que derrière, pour l'instant, il n'y a pas assez de monde pour pouvoir vraiment faire le travail correctement. Contacter la direction départementale des finances publiques s'est refusé à tout commentaire. Dimanche en politique avec mon invité Sandra Marceau, députée En Marche de Charente. Cette fois donc, on l'a bien vu, vous avez été entendu. Ceci dit, sans la mobilisation de la population, rien n'aurait été possible. Avez-vous des garanties sur les craintes concernant le personnel de la trésorerie de Villebois-la-Valette? Alors, déjà, je me félicite et je félicite vraiment
ce combat partagé, collectif, parce que moi je ne crois que dans l'action collective. Un parlementaire seul ne peut rien faire. Il faut vraiment s'associer, soit ses collègues, soit le travail des personnes et des élus, notamment sur le terrain. Je crois qu'il est évident que, vu que ça arrive un petit peu, c'est une décision qui est arrivée assez rapidement, et qu'il y a un agent parti à la retraite, je crois que c'était ça en fait, et un agent qui n'était pas titulaire. Évidemment, il n'y a pas de raison que ça rentre pas dans l'ordre, c'est sûr. Sinon, il n'y avait pas d'intérêt à la garder ouverte. Il y a pas de là-dessus, il n'y a pas de problème. Je pense. Je vais vraiment faire le point au retour du directeur départemental la semaine prochaine, parce qu'il n'était pas là cette semaine. Je vais faire le point avec lui, mais l'idée vraiment, c'est moi je tiens à le dire, ça fait partie de mes combats, en tous les cas de mes dossiers, c'est que les espaces ruraux puissent toujours être drainés des services publics, mais peut-être qu'il faut réfléchir en parallèle. C'est ce que j'ai demandé à la préfecture et aussi au ministre Darmanin, parce qu'en fait j'ai eu l'occasion de lui en parler lors de sa visite en juin à Cognac, de ce dossier-là notamment. C'est qu'il faut trouver le moyen qu'il y ait encore des services en zone rurale, mais plus efficients, et notamment un accompagnement, par exemple, pour le numérique, pour que les gens puissent faire leur feuille d'impôt, pour qu'ils puissent contacter les services via Internet. Donc je crois qu'il faut trouver un moyen, un mix, et c'est ce groupe de travail que j'ai demandé à l'ancien préfet et à la nouvelle préfète de constituer dans les prochains mois, pour essayer de réfléchir aux services publics en zone rurale. Vous dites qu'il est important pour mener un combat efficacement de jouer collectif. Oui. On sait que vos rapports sont tendus en ce moment avec le maire de Cognac, Michel Gourinchas. Comment ça va se passer du coup? Vous êtes affaibli, vous, dans votre rapport de force avec les pouvoirs publics. Comment ça va se passer? Parce qu'il va y avoir une réconciliation rapide. Écoutez, déjà, il n'a pas fait campagne pour moi. Mais ça, voilà, une fois que j'ai été élue, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises. Et nous avons très bien commencé à travailler ensemble. Il n'y a pas de raison que ça ne reprenne pas. Après, c'est une question aussi de méthode, de façon de faire. Lui, il est maire et je respecte totalement cette fonction de maire. Moi, je suis députée, je ne suis pas maire. Donc, c'est sûr que si on ne travaille pas ensemble, ça ne sera pas bon pour les dossiers locaux. Mais je crois que ça va se tasser et il n'y a aucun problème. Le tout, c'est de comprendre nos complémentarités et nos méthodes de faire différentes. Vous n'avez pas encore signé de proposition de loi. Est-ce qu'il y en a une sur laquelle vous travaillez en ce moment? Pas précisément. Ça n'était pas un de mes objectifs. Je tiens à dire qu'un député, pour se réaliser, n'a pas forcément besoin d'avoir son nom sur une proposition de loi. Je tiens vraiment à exprimer ça aux concitoyens, à mes concitoyens qui regardent aujourd'hui. Cela dit, sur les questions d'aménagement du territoire, justement, d'accessibilité et aux services publics, mais aussi à la revitalisation des bourgs ruraux. Il y a des petites choses à réfléchir et déjà on a constitué un petit groupe de députés, de collègues à la commission développement durable et aménagement du territoire, et on essaie de réfléchir là-dessus. Ça va pas être forcément simple, même quand on a la majorité parlementaire. On a vu avec Guillaume Chiche qui a fait sa proposition de loi, en fait, qui a été retoquée, puisqu'il y aura un projet de loi de la part du gouvernement. Le gouvernement est prioritaire. Les projets de loi sont prioritaires visiblement par rapport aux propositions de loi, davantage exécutives que législatives. Moi, je crois qu'il faut plutôt se dire que c'est une dynamique. C'est ça qui nourrit aussi ce que souhaite peut-être, ou qui peut orienter le gouvernement. Et on est là aussi pour lui proposer des choses. Tous les groupes parlementaires proposent moult propositions de loi. Et il y en a plein qui n'aboutissent pas. Mais c'est un travail qui est important parce que ça peut donner une idée pour un projet, ou projet de loi émanant du gouvernement, ou une autre proposition venant du Parlement. Un mot, s'il vous plaît, sur la question importante pour nos téléspectateurs, pour beaucoup de personnes, de la hausse des carburants qui revient, on le sait, dans toutes les discussions aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une politique hors sol à Paris qui décide et dont les Français qui sont là souffrent, ceux qui n'ont pas d'alternative, on va dire, à la voiture? Alors, moi, j'entends tout à fait ça, d'autant que j'ai une circonscription très rurale. Comme vous l'avez dit, c'est le secteur de Cognac, l'Ouest Charente, mais c'est aussi le Sud Charente. 153 communes. Pour traverser le territoire, il faut 1h15. Donc, j'entends tout à fait ça.
Ce qu'il y a, c'est qu'on est dans un double enjeu, effectivement au niveau national et même international. C'est-à-dire, pour respecter les enjeux du plan climat, nous avons décidé de sortir du système de production et d'utilisation des hydrocarbures pour 2040. Oui, sauf qu'il y a pour le moment rien, enfin, c'est pas encore Bien prêt, sûr. le plan B n'est pas encore prêt. Oh, ben ça se travaille. Il y a quand même, les véhicules électriques Qui sont très chers. commencent. Bien sûr, mais petit à petit, ça va être vraiment... Oui, enfin, pendant ce temps-là, le petit à petit, d'accord, Oui, mais oui, voilà, oui, oui. je Non, non, pense mais aux personnes qui nous regardent en ce moment, ils disent, oui, mais j'entends. d'accord, mais enfin, moi, pendant ce temps-là, il faut que je fasse mon plein. Et le J'entends. plein, parfois, c'est vraiment beaucoup d'euros de plus par mois, Alors, plusieurs centaines Il y parfois. a une deuxième chose que l'on a déjà mise en place, c'est la prime à la conversion de véhicules qui a énormément marché, c'est-à-dire qu'on en attendait 150 000, il y en a près de 300 000 qui ont pu ou en bénéficier ou ils sont en train d'en faire la demande. Et donc des véhicules qui sont plus récents et qui consomment moins. Alors je ne dis pas que ça fait tout, j'entends, mais c'est déjà très important et on ne pensait pas qu'il y aurait ce succès sur un an. Et puis il y a une disposition dans le projet de loi de finances qu'on essaie de porter, la Commission du développement durable justement, c'est qu'il y ait un phénomène un système de compensation pour ceux qui sont les ménages les plus Concrètement, ça démunis. signifie combien? Compensation. En tous les cas, je n'ai pas les chiffres là. Ah bah oui, mais on voilà, essaie, parce que voilà, c'est oui, aussi, non, vous c'est avez toujours raison, pareil, vous c'est avez du raison. concret, on se demande, tiens, compensation, très bien, mais alors, moi, qu'est-ce que je vais toucher? C'est en négociation, en fait, avec évidemment nos collègues commissaires aux finances et avec le gouvernement, mais on compte vraiment représenter, parce que là, on est en train de débattre de ça en commission et on va aller dans l'hémicycle. Donc, je ferai passer le message sur cette je ferai passer la précision, bien Pour sûr. conclure, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui, selon vous, à cette majorité, à ce gouvernement, à cet exécutif, pour que les sondages remontent peut-être un petit peu, qu'il y ait davantage, oui, de bonnes opinions, sans parler des sondages, mais de bonnes opinions par rapport à la chose publique, à l'action publique et politique? On voit bien qu'il y a une défiance en ce moment. Bien sûr. Alors, comme on le disait au début, certainement encore plus de pédagogie, parce qu'il y a beaucoup de réformes entamées en même temps, mais qui sont absolument nécessaires pour les Français en général, ceux qui cherchent une formation, ceux qui cherchent un emploi, ceux qui en ont un et qui ont des faibles revenus. Donc, de la pédagogie, et puis que les effets que l'on sent déjà quand même dans l'économie, que les effets se produisent de manière un peu plus prononcée, mais ça, dans les prochains mois, on est confiant, ça va arriver. La confiance, il va en falloir pour vous aussi. Est-ce que dans la vie politique, vous avez pris goût, je le vois, ça se sent, à votre rôle de député, est-ce que ça donne des ambitions pour plus tard, personnelles? Alors déjà, je suis extrêmement honorée et fière d'avoir cette fonction. Et pour le moment, ça vous va? Pour le moment, ça me vous va, suffit. bien sûr. C'est la fin de cette émission. Merci Sandra Marceau d'avoir Merci. accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique. Retrouvez-nous bien sûr sur notre page internet. La semaine prochaine, ce sera le retour du Club de la Presse. Pour leur place au journal de la mi-journée. Excellent dimanche à toutes et à tous. À la semaine prochaine.